Salut, c'est Trado, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel e-book, cette fois-ci dédié à un outil que j'aime beaucoup pour anticiper l'évolution des cours. Il s'agit du gap. Le problème des gaps, c'est qu'ils sont très souvent mal interprétés par les apprentis traders, par les nouveaux qui débutent l'analyse technique, ce qui est à la fois source d'erreurs, parfois coûteuses et surtout de frustration, parce que le gap mal appréhendé, le gap mal reconnu, peut être vraiment très trompeur. Alors on va essayer de faire les choses bien et prendre toutes les formes de gap qui existent, c'est-à-dire les 4 formes de gap et pas 2 comme on pense très souvent, et voir ce qu'on peut en tirer. Alors comme d'habitude, on va commencer par une typologie des différents gaps et une définition. Alors le gap, ou de manière plus complète, le gap de cotation, c'est un trou de cotation, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de cotation entre les plus hauts d'une bougie et les plus bas d'une bougie suivante, ou entre les plus bas d'une bougie et les plus hauts d'une bougie suivante, tout en sachant que le gap, il peut se retrouver sur toutes les unités de temps, il peut être horaire, journalier, hebdomadaire, mensuel, et tout en sachant que, à titre personnel, je les surveille surtout sur le journalier. Alors là, je vous ai mis un exemple de gap haussier, et juste à côté, un exemple de gap baissier. Alors si on regarde les choses telles qu'elles se présentent dans la vraie vie, j'ai envie de dire, voilà à quoi ça ressemble. Alors j'ai pris Soitec, l'unité de temps est journalière, chaque bougie correspond à un jour de cotation. Si vous avez du mal avec ça, je vous invite à lire et à regarder la vidéo 100% débutant qui est complètement gratuite, je vous rappelle. Donc le gap haussier, ça va être par exemple ce qu'on a ici. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de cotation entre cette bougie là, entre les plus hauts de cette bougie et les plus bas de la bougie suivante. Ça, c'est un gap haussier. Dans l'autre sens, ici, nous avons un gap baissier parce que, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de cotation entre les plus bas de cette bougie et les plus hauts de cette bougie suivante consécutive. Donc. Alors maintenant, on va prendre un par un les types de gap. Alors, on va commencer par le gap de rupture. Le gap de rupture qui est en fait celui qui est le plus connu. Et le gap de rupture tire son nom du fait qu'il va s'agir d'une rupture de tendance. Alors lorsque la tendance va passer par exemple d'une tendance baissière à une tendance haussière, il s'agira d'un gap de rupture. Ou alors lorsque l'on va passer d'une tendance neutre à une tendance baissière, il s'agira également d'un gap de rupture. Voici un exemple schématisé sur votre écran. Imaginons que nous soyons capé depuis des semaines à l'intérieur d'un canal et que tout d'un coup on part à la hausse. Il s'agira donc d'un gap de rupture puisqu'il y a une inversion, un changement important de tendance. Il est à noter que la hausse des volumes n'est pas, contrairement à ce qu'on peut dire, ce qu'on peut lire par-ci par-là, obligatoire, c'est simplement qu'elle va venir densifier le signal. Ça marche également dans l'autre sens. Imaginons que vous ayez un support qui globalement est croissant et qui vous assure une tendance haussière, plutôt mesurée mais quand même haussière, et que vous cassiez ce gap à la baisse, vous aurez un gap de rupture parce qu'on est passé d'une tendance légèrement haussière à une tendance clairement baissière. Là aussi, la hausse des volumes n'est pas indispensable, mais elle va correspondre à une façon de densifier le signal. Je vous ai préparé un exemple sur Alcatel-Lucent, toujours en unité jour. Là, vous avez un gap de rupture, puisqu'effectivement, nous avions une tendance baissière et que suite au gap, à l'absence de cotation, on a initié une tendance haussière. On est bien face à un gap dit de rupture. Voici un exemple sur Nicox, toujours en unité jour. Le gap de rupture se retrouve dans l'ellipse bleue. On était en tendance globalement neutre, on végétait depuis plusieurs semaines. On bascule en tendance baissière. Il s'agit bien d'un gap de rupture. Alors, si on parle maintenant trading, pour le gap de rupture, vous trouverez aussi le terme breakaway gap dans la littérature anglaise, l'entrée en position doit se faire théoriquement dès que le gap est avéré. Alors attention, ne le prenez pas trop tôt, le trade, parce qu'on peut très bien reboucher le gap en séance et finir sur une bougie qui élimine en fait le gap, mais dès que le gap est avéré, vous pouvez entrer en position. Vous pouvez même entrer en position lors d'un comblement partiel du gap.
Vous pouvez également attendre un petit peu une confirmation la séance d'après, tout en sachant que plus vous attendez pour entrer en position après le gap, et plus vous risquez de ronger un petit peu votre gain potentiel. L'objectif de votre trade, il y a moult façons de le déterminer, mais la façon la plus simple de faire si vous débutez, c'est de trouver une résistance ou une figure géométrique ou une figure chartiste et de vous en inspirer, de vous aider de ça pour fixer un objectif. Le stop loss, c'est-à-dire le moment à partir duquel vous acceptez d'encaisser une perte en vous disant que vous avez loupé votre coup cette fois-ci, que c'est pas grave, doit être classiquement mis en cas de rebouchage complet du gap en clôture. C'est-à-dire, j'ai bien dit en clôture, alors certains se contentent de mettre un stop loss, de sortir leur position en cas de rebouchage complet du gap. À titre personnel, sans prétendre que c'est mieux, j'aime bien attendre que ce soit confirmé par un rebouchage complet, un complément complet du gap, mais en clôture. À noter aussi que beaucoup de copains traders utilisent le stop suiveur, c'est-à-dire ne vont pas laisser le stop loss là où il est tout le temps, mais vont faire évoluer le stop de manière à sécuriser des gains au fur et à mesure que ces gains se construisent. Voici un exemple de trade sur gap de rupture. Donc en imaginant que le gap de rupture se situe ici, alors on peut acheter par là, mettons en fin de séance, voire même la séance d'après, ici. Le stop loss doit se mettre en dessous du gap qui a été ouvert en cas de clôture, en dessous de ce gap. Et l'objectif, bon là j'ai pris la solution simple qui est de tracer des résistances. On voit que la première résistance a bien servi d'objectif, à croire que les traders avaient cet objectif en vue. Le deuxième objectif, qui était certes plus ambitieux, plus rémunérateur, lui n'a pas été atteint. Et là aussi, il n'y a pas de solution miracle. Il faut de toute manière comprendre que plus le gap est ambitieux, plus il est rémunérateur, enfin plus l'objectif est rémunérateur, moins il sera souvent rallié, c'est évident. Je vous dis tout de suite qu'il faut bien faire attention quand vous initiez un plan de trade, à faire en sorte que le gain potentiel soit significativement plus important que la perte potentielle. Là, si vous achetiez ici, eh bien vous pouviez envisager de gagner la différence entre 3 € et la résistance, 3,25 €. Pour une perte équivalente à la distance, si vous vous plantez entre les 3 € et les 2,85, on voit que le gain était quand même significativement plus important que la perte. C'était quand même un trade qui était intéressant. Veillez toujours à avoir en tête l'idée que votre gain potentiel doit être plus important, beaucoup plus important que votre perte potentielle. Je vous ai donné ici un autre exemple, cette fois-ci sur Alstom. Vous repérez bien votre gap de rupture ici. On était en tendance haussière, on a basculé en tendance baissière. Alors l'idée c'est qu'on aurait pu rentrer en position vendeuse, c'est-à-dire spéculer à la baisse, donc une fois que le gap était avéré, ici ou là. Et là pour l'objectif, pour changer un petit peu, puisqu'on n'avait pas de résistance horizontale facile à tracer, on pouvait utiliser la règle du triangle. Là vous avez un triangle vert, et l'objectif de la rupture du triangle s'effectue de la manière suivante. Il s'agit de prendre la hauteur maximale du triangle, et de la reporter en dessous du point de cassure. Ça vous donne l'objectif qui lui aussi a servi de base à la plupart des traders, puisque c'est sur ces niveaux qu'on a effectivement assisté à un rebond technique. À noter que le stop loss là aussi devait se mettre en cas de clôture après comblement total du gap. Il n'a pas été sollicité ce stop loss. Le gap de continuation est différent. Le gap de continuation s'inscrit dans comme son nom l'indique, une continuation de la tendance, c'est-à-dire qu'il intervient à un moment où la tendance est déjà établie. C'est un gap qui va arriver à la hausse alors que la tendance est déjà haussière, ou à la baisse alors que la tendance est déjà baissière. Là aussi, la hausse des volumes n'est pas indispensable, mais il est vrai que c'est un signal qui va venir densifier la qualité du signal de trading. Voici ce que ça donne de manière schématique. Vous voyez bien que le gap de continuation intervient à un moment où la tendance est déjà établie. Il faut savoir que, comme pour le gap de continuation, enfin comme pour le gap de rupture, le gap lui-même va servir de zone de support. Il est rarement comblé dans la semaine. C'est-à-dire que s'il est assez fréquent d'avoir un retour dans le trou, dans le gap, très souvent,
hein, je vous ai dit, hein, ces gaps ne sont pas complètement comblés dans une semaine. Autrement dit, le gap de continuation, comme le gap de support, le gap de rupture ont tendance à jouer un rôle de support. Hein. Un exemple sur Peugeot en unité jour, essayez de le repérer, voilà, c'est là. Vous voyez qu'il intervient à un moment où la tendance est déjà haussière. Il s'agit bien d'un gap de continuation. Et en ce sens, il n'a pas été comblé hein, rapidement. Il a fallu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séances par la 6. En fait, là, on est vraiment à la limite. Hein. C'est-à-dire que si on considère qu'une semaine de trading, c'est 5 séances, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, il n'a pas été comblé dans la semaine, mais il a été comblé donc juste après. Mais il a quand même joué un rôle de support, hein, cette absence de cotation. Un autre exemple sur Soitec, voici le gap de continuation. On voit bien qu'il s'inscrit dans une tendance baissière déjà avérée. Pour trader le gap de continuation ou runaway gap, hein, comme on le trouve dans la littérature anglaise, les règles sont un petit peu les mêmes. Vous entrez en position lorsque le gap est avéré, mais vraiment avéré. Vous pouvez éventuellement attendre la bougie suivante si vous avez vraiment peur de vous faire avoir par un rebouchage de gap sur la journée de cotation même. L'objectif et celui-là pour les gaps de continuation, c'est qu'on se considère que les gaps de continuation arrivent à mi-distance de la jambe de hausse. Autrement dit, vous prenez le chemin qui a été parcouru avant le gap, vous le reportez après le gap et ça vous donne un objectif qui est très souvent suivi par les traders. Là aussi, le stop loss est impératif. Généralement, on le mettra en cas de clôture par-delà le gap, hein, c'est-à-dire si jamais le gap est comblé complètement en clôture, ça sera le stop loss qui est généralement mis par les traders. Et là aussi, hein, le stop suiveur est tout à fait envisageable, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait envisager de remonter progressivement le stop hein, de manière à sécuriser ses gains, ou du moins sécuriser un gain. Si c'est un trade baissier, il s'agit donc de descendre le stop loss au fur et à mesure, naturellement. On reprend un graphe sur Alcatel, toujours en unité journalière, vous repérez le gap de continuation. L'idée c'est de prendre le chemin parcouru avant le gap, vous le reportez après le gap, ça vous donne votre objectif qui, là encore, vous pouvez le voir, a servi de base à beaucoup de traders qui ont déchargé, voire acheté sur ces niveaux, d'où le rebond technique auquel on a assisté. Le stop loss habituel hein, en cas de clôture au-dessus du gap qui a été ouvert. Notez qu'à côté nous avons des gaps, mais qui ne sont pas des gaps de continuation, mais des gaps de rupture. Là on était en tendance baissière, on repasse en tendance haussière. On était en tendance baissière, on repasse en tendance haussière. Ce sont bien des gaps de rupture. Ce gap de continuation sur Iliad, eh bien, on se traite de la même manière. On prend le chemin parcouru avant le gap, on le reporte après le gap. Vous avez un objectif. Là aussi, ce gap n'a pas été comblé dans la semaine. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 séances de cotation, donc une semaine. Il a été partiellement comblé ici et on est reparti de l'avant. C'est pour ça que beaucoup considèrent qu'un bon point d'entrée aurait été ici, c'est-à-dire lors du comblement partiel. Encore une fois, partant du principe que les gaps de rupture ou les gaps de continuation sont comblés tardivement, hein, et en tout cas pas avant une semaine, si vous avez la chance, entre guillemets, de voir les cours revenir dans le gap, ça peut être un bon pari d'acheter sur ces niveaux en faisant donc le pari que l'on va rebondir selon la règle du non-comblement du gap. Hein. Le stop loss, bien sûr, en cas de clôture, significativement en dessous du gap. Le gap d'essoufflement, ça c'est beaucoup plus compliqué. En fait, on ne sait pas à l'avance s'il va s'agir d'un gap de rupture, d'un gap de continuation ou un gap d'essoufflement. C'est-à-dire que très souvent, le gap d'essoufflement est un gap de continuation qui tourne mal. Le gap d'essoufflement, comme son nom l'indique, est un gap qui intervient pour marquer la fin d'une tendance. Son nom indique bien que vous avez la valeur qui a du mal à avancer, elle va peiner et donc s'essouffler et donc inverser sa tendance.
À ce niveau, très souvent, les volumes sont décroissants. Mais là aussi, généralement, les volumes décroissent sur un gap d'essoufflement, ce qui ne signifie pas que ce soit obligatoire. En fait, le gap d'essoufflement va surtout être caractérisé par le fait qu'il va être rebouché très très vite et dans la semaine, dans 2 chances sur 3. C'est-à-dire que les cours vont évoluer de manière haussière, par exemple, ils vont former un gap et le reboucher très 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 vite. Il s'agira alors d'un gap d'essoufflement et ça se reconnaîtra au fait justement que ce gap qui était censé jouer une zone de support avant de repartir ne joue pas cette zone de support et est enfoncé. Je vous trouve un exemple ici sur Soitec. Regardez là, on était en tendance baissière, on aurait pu croire éventuellement à un gap de continuation, mais en fait il va être rebouché très 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 vite et on va repartir vers le haut. C'est bien un gap d'essoufflement. Voici un autre gap, qui est lui aussi un gap d'essoufflement. On voit que la tendance était haussière. On aurait pu parier sur un gap de continuation. Malheureusement, le gap va être très rapidement comblé. Et donc, il s'agit bien d'un gap d'essoufflement. Là, par contre, vous avez un gap de continuation. Tendance baissière, suivie d'une autre tendance baissière. Alcatel, encore, en unité jour, un gap d'essoufflement. On aurait pu continuer en pensant que c'était un gap de continuation, mais non, on l'a rebouché très rapidement, donc c'était bien un gap d'essoufflement. À ne pas confondre avec ce gap-là, qui est un gap de rupture, puisque on descendait, et on est reparti vers le haut. Alors pour trader le gap d'essoufflement, c'est un sport assez dangereux, que à titre personnel, je n'affectionne pas vraiment. L'idée, c'est de le trader comme un gap de continuation, puis au moment où on se rend compte qu'on s'est planté et qu'il s'agit d'un gap d'essoufflement, inverser la position. C'est un peu compliqué. Bref, imaginons qu'on était en train de monter et qu'on fait un gap d'essoufflement. L'idée, c'est de passer en spéculation à la baisse en cas de comblement total du gap. Le stop loss, il doit être mis quelque part. C'est difficile de mettre un stop loss sur un gap d'essoufflement. Généralement, on le met dans le cas d'un gap baissier au-dessus du précédent plus haut. Et l'objectif, là, il vaut mieux se référer finalement à un ancien support qu'on a trouvé par le passé ou à une figure chartiste. Là aussi, le stop suiveur est une bonne solution pour sécuriser ses gains. Voici un exemple. Là, vous avez un gap d'essoufflement. Certains auraient pu parier sur le fait que c'était un gap de continuation et acheter la valeur. Mais dès que vous voyez qu'ici, on a complètement comblé le gap, en clôture, l'idée serait d'initier une position de vente en mettant un stop loss au-dessus du précédent plus haut et en visant des anciens supports, celui-là ou celui-là. Moi, je n'aime pas beaucoup, encore une fois, trader les gaps d'essoufflement parce qu'il est assez fréquent que la consolidation soit de courte durée. Donc on est un petit peu le doigt sur la gâchette tout le temps, c'est pas très agréable comme trade. D'ailleurs vous voyez là, en vérité c'était un gap qui n'était pas très intéressant à prendre, puisque si on était rentré vendeur ici, avec un premier objectif envisageable là et un stop loss là, vous voyez que la perte potentielle était plus importante que le gain potentiel. À partir de là, c'était pas très intéressant d'initier le trade. Un exemple sur Essilor International à présent. Là, vous avez un gap d'essoufflement. Le stop loss, tout naturellement, devant être mis au-dessus du précédent plus haut. Là, c'était le point d'entrée en vente à découvert, à partir du moment où le gap était complètement comblé en clôture. Les objectifs possibles, c'était tout d'abord ce gap-là, qui correspond, comme j'ai dit, à... Ça, c'était pas un gap d'essoufflement, donc il était censé jouer un rôle de zone de support, donc ça peut être un objectif. Un autre objectif plus ambitieux, c'était cet autre support qui était là. Bon, les deux ont été atteints. Alors celui-là de trade, il est assez avantageux, mais encore une fois, je n'aime pas beaucoup trader les gaps d'essoufflement. À titre personnel, je prends surtout les gaps d'essoufflement comme un signe que il ne faut pas s'entêter et sortir de la valeur le temps qu'on se remette dans le bon sens. Alors, on va terminer avec le gap commun. Le gap commun qui est en fait celui qui est très souvent oublié par les traders, enfin les débutants je veux dire. Et le gap commun, lui, n'a aucune signification. Généralement, ça va être un gap de rupture qui va pas fonctionner.
Ok, de la même manière que le gap de continuation qui fonctionne pas donne très souvent un gap d'essoufflement, le gap de rupture qui fonctionne pas donne très souvent un gap commun. Ce qui est dangereux avec le gap commun, c'est de considérer qu'il va jouer une rôle de zone de support ou de résistance au même titre que le gap de continuation ou de rupture, alors qu'il va rien jouer du tout. C'est un gap qui très souvent va se retrouver, qui va apparaître sans volume, avec une baisse de volume. Alors là, sur les exemples que je vous ai donnés, j'ai pas fait figurer les volumes, mais je vous renvoie aux exercices qu'il y a juste après, là où je fais effectivement figurer les volumes, et vous allez voir que c'est un peu plus facile de s'y repérer. Donc le gap commun va intervenir très souvent dans des périodes de latéralisation qu'on appelle aussi des trading range. C'est-à-dire que lorsque vous avez les cours qui sont comme ça confinés à l'intérieur d'un canal et que vous allez avoir des petits gaps communs qui vont s'ouvrir, c'est assez classique. Alors très souvent le gap commun va intervenir sans volume, comme je l'ai dit, et il faut s'en méfier, ne pas lui donner plus de signification qu'il en a, hein, ni pour présager et présumer de ce qui va se passer dans le futur, ni dans sa capacité de jouer un rôle de support ou de résistance par la suite, hein. Voici un exemple de gap commun ici. On aurait pu penser éventuellement à un gap de rupture, mais il va être très vite rebouché, donc c'est pas un gap de rupture. À ne pas confondre avec ce gap-là, qui est véritablement un gap de continuation, puisque vous pouvez le voir, il n'est pas rebouché rapidement. Le gap commun, comme le gap d'essoufflement, sont rebouchés en moins d'une semaine, alors que les gaps de rupture et de continuation sont très rarement rebouchés dans une semaine. Voilà, alors pour trader le gap commun, moi je vous conseille en fait surtout de ne pas le trader, parce que comme il n'est pas significatif, je pense que c'est simplement pour le trader une indication sur le fait qu'on va latéraliser, qu'on va continuer de latéraliser. Voilà, c'est terminé pour la vidéo. Maintenant, je vous donne rendez-vous avec le e-book et les nombreux exercices qui vont vous permettre de vous faire les dents. N'hésitez pas à travailler, à ouvrir d'autres centaines de graphes pour essayer de vous faire la main. Et voilà, c'est parti, au boulot.